Bienvenue au Diamant Bleu de Nadia, cet espace où est-ce qu'on se sent comme si on était chez moi. Aujourd'hui, j'accueille Myriam Copry. Bonjour Myriam. Bonjour Nadia. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oh, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci. Alors Myriam, cette femme que tu es, qui porte plusieurs chapeaux, pourrais-tu partager avec mes auditeurs et auditrices qui tu es, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Oui, effectivement, j'ai plusieurs chapeaux. Alors aujourd'hui, je vais commencer par le chapeau d'entrepreneur. Alors, j'ai fondé une clinique psychosociale donc, qui s'adresse spécialement aux parents immigrants. Ça, c'est mon premier chapeau. Alors, et ensuite, je suis aussi formatrice interculturelle. J'ai une formation en psychologie clinique. Donc, voilà. Et bien sûr, j'ai un autre chapeau qui est aussi très important, celui de maman et de grand-mère. Et voilà. Wow. Moi, Myriam, qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai appris à te connaître, c'est ton chapeau de comment dire, montrer, comment dire, éducatrice de parents immigrants. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais partager avec nous qu'est-ce que tu fais en tant que... Comment tu accompagnes les parents immigrants dans leur cheminement de vie? Hein? Oui. Alors, comme tu dis, c'est l'accompagnement. L'accompagnement. Alors, mais je veux quand même expliquer le contexte. Oui, vas-y. OK? À l'origine de cela, j'ai travaillé de nombreuses années à la protection de la jeunesse en tant qu'intervenante. Oui. Et je me suis rendu compte que lorsque je rencontrais des parents issus de la diversité culturelle, parce que immigrants, c'est comme s'ils viennent juste d'arriver, mais oui, en fait, c'est de la diversité. Ça peut être première génération, deuxième génération, qu'importe. Et il y avait des défis dans le sens où il fallait une sorte de vulgarisation, ou alors, je dirais mieux, un accompagnement spécifique pour ces parents-là, qui, bon, on le sait, hein, il y a une surreprésentation et tout ce qui s'ensuit. Et là, je me suis intéressée à comment faire en sorte que ces parents qui ont laissé toute leur famille, leur pays, pour venir, pour donner une chance à leurs enfants, et qui se retrouvaient dans les difficultés, comment faire en sorte pour que leurs projets, leurs rêves puissent se réaliser. Et c'est comme cela que j'ai fondé Nunanuk Service interculturel et j'ai développé une offre de formation, un programme de formation, et j'ai formé d'autres personnes à pouvoir accompagner les parents en tenant compte de qui ils sont, de leur culture, hein, parce qu'on ne peut pas enlever la culture du parent. C'est impossible. Vrai. Même si on va dans un autre pays, et bien au contraire, valoriser qui on est, mais s'ouvrir sur le pays dans lequel on est, ça va faire en sorte que les enfants se sentent mieux. Alors bon, donc j'ai regardé aussi le fait que les enfants, ils ont beaucoup d'aide. C'est normal, c'est vrai. On dit c'est correct. Mais les parents, ils étaient tout seuls. Qui pouvait accompagner les parents dans les deuils, hein, parce qu'élever un enfant dans un autre pays, c'est un deuil. Il ne sera pas comme nous, il sera différent. Puis les fameux, oui, mais j'ai fait tout ça pourquoi? Ils ne me respectent plus. Il y avait plein de défis. Alors aujourd'hui, les parents peuvent avoir des services pour eux, pour qu'ils puissent mieux comprendre leurs enfants, pour qu'ils puissent mieux être des parents plus outillés, okay? Pour que ces enfants-là soient mieux dans la société. Parce que je dis souvent, nos enfants, parce que je dis, tu vois là je change, je dis non, parce que je m'inclus, oui. Nos enfants sont d'ici, ils ne vont pas partir. OK? Bon, ils font partie du paysage de cette société et on doit être autour de la table et plus être dans le menu. Et ça, c'est pour moi ma mission de vie, là. C'est qu'on tienne compte de la présence des parents immigrants. Ils ont une voix, ils ont des... Ils ont des sentiments. Oui. Et on ne peut pas les considérer juste comme des personnes qu'il faut éduquer. Non, pas du tout. Mais oui, ils vont apprendre à métisser qui ils sont avec qu'est-ce que le Québec attend d'eux. Et tout ça pour que les enfants soient bien. Donc, on a tous le même objectif, le bien-être des enfants. Mais c'est beaucoup quand même de gérer... quelle est la différence en étant intervenant pour la DPJ et un coach parent immigrant pour parents immigrants? Parce que l'intervenant pour la DPJ, son client, c'est l'enfant. OK. Uniquement. OK? OK, je comprends. Tandis que le coach, son client, c'est le parent. Alors, on est complémentaires. Alors, toi, tu portes les deux chapeaux. Alors, tu interviens avec en tant que parent
et tu interviens aussi par rapport avec les enfants. J'interviens plus à la DPJ. OK. Alors, j'ai quitté et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai fondé mon entreprise, quand j'ai fait le constat OK. qu'il n'y avait rien pour les parents immigrants. Donc, j'ai décidé de quitter et de me consacrer, parce que j'avais développé une expertise en travaillant pendant 15 ans là-bas. Donc, j'ai décidé de mettre cette expertise-là au service des parents. Mais les parents, comment, en tant qu'intervenant, coach parent immigrant, leur santé mentale, puis ta santé aussi, comment tu te protèges avec leur vécu, puis le vécu quand ils sont ici au Canada? C'est une très bonne question, Nadia. Parce qu'en fait, je dirais que l'élément fondateur de mon entreprise, c'est une jeune maman. C'est une jeune maman, deuxième génération, que j'ai rencontrée, qui avait 2 enfants. Et cette maman, à un moment donné, qui était, pendant les premières années de ses enfants, elle fonctionnait très bien. Elle allait à l'école, elle travaillait, elle élevait ses 2 enfants. Et un jour, ce qu'on appelle, il y a eu une rupture de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est comme si elle a craché, elle s'est effondrée. Elle n'a plus été capable de faire tout cela en même temps. Okay? Et elle a essayé de trouver des solutions, mais qui n'étaient pas adaptées. Parce qu'elle a pris les mêmes solutions que ses parents, c'est-à-dire demander de l'aide à quelqu'un à la maison, tu sais, comme on fait au pays. Et ça n'a pas fonctionné, okay? Parce que la personne venait du Québec, pas du pays. Et la DPJ est arrivée à ce moment-là. Et quand je lui parlais, j'essayais de comprendre pourquoi c'était arrivé. Et là, on a fait... qu'est-ce qu'on faisait? On a regardé un peu les ressources qu'elle pouvait avoir. Alors, je lui disais, mais tu aurais pu faire ça, tu aurais pu aller avoir de l'aide. Et elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment troublée. Et elle m'a dit, si j'avais su tout cela, ça ne serait pas arrivé. Okay. Alors, on avait une maman qui était ce qu'on appelle un burn-out parental, un épuisement dans son rôle de parent, parce qu'elle n'était plus capable de répondre aux besoins des enfants. Elle n'a pas demandé d'aide parce qu'il faut être une femme noire, forte, on est capable. Ouais. On ne va pas demander une garde partagée parce qu'on va être jugé en disant, ben, comment ça, une mère demande une garde partagée, et puis les hommes noirs, et puis avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Mais ça a conduit au burn-out parental. Et je me suis intéressée à cela pour les familles immigrantes, et j'ai fait une formation sur le traitement, l'identification et le traitement du burn-out parental en Belgique, okay, avec Isabelle Roskam, qui fait vraiment une formation spécifique là-dessus. Okay. Et imagine-toi que 8% des femmes en Europe vivent le burn-out parental. Et ce qu'elle nous dit, c'est que ça se retrouve moins dans les pays du Sud parce qu'il y a un réseau, parce qu'il y a des gens qui viennent accompagner les parents. Et là, je me suis dit, mais les parents immigrants, là, quand ils quittent leur pays, qu'ils arrivent ici, qu'ils doivent apprendre peut-être une langue, qu'ils doivent s'adapter au niveau du travail, au niveau des normes, de la façon de faire, on appelle ça des normes sociales, mais juste savoir comment faire une boîte à lunch, comment l'école fonctionne, le niveau de stress que les parents immigrants vivent, tu imagines leur état de santé mentale. Ouf. Imagine-toi. Je ne peux pas imaginer. Voilà. Et là, on peut le mesurer avec le taux de cortisol. Et ce qu'elle nous dit, Isabelle Roskam, c'est que le taux de cortisol chez un parent victime ou qui vit le burn-out parental, il est plus élevé que lors d'un accouchement. Et on sait que l'accouchement est un état où le parent vit un taux extraordinaire de cortisol. Donc, on a des parents immigrants parce qu'ils n'ont plus de réseau, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire en même temps, qui prennent ça seuls et qui ont en plus des responsabilités. Si en plus on a la DPJ, c'est clair qu'on est face à des gens qui vivent un état de stress intense sur une longue durée. Et donc, ça c'est mon hypothèse, que les familles immigrantes vivent un état de stress plus important que la majorité des parents d'ici, et que ça peut se refléter dans la relation avec les enfants. D'accord? Mais on n'en parle pas dans la communauté. C'est ça, on prend sur nous, puis on continue, on avance comme si de rien n'était.
Alors que non, le burn-out parental existe. OK. Et le burn-out parental, ça amène quoi? De la négligence. Tu sais, on n'est plus capable de s'occuper, de faire le linge, le lunch, le ménage et tout. Et ça amène aussi des abus physiques. Et à la DPJ, ce sont les deux motifs C'est vrai. où les parents immigrants sont les plus représentés. Voilà. Mais quand toi, tu étais intervenante à la DPJ, est-ce que tu as pu, est-ce que tu as rencontré des problèmes où est-ce que tu pouvais montrer tes aspects de coach pour parents immigrants ou non? Est-ce que tu as pu leur indiquer, leur diriger? Parce qu'on s'entend que quand on est dans la DPJ, intervenante dans la DPJ, certains travailleurs sociaux ne comprennent pas les concepts des cultures, de la diversité. Tu sais, nous, on va peut-être manger du piment et des affaires comme ça, mais eux autres, ils vont dire, mais non, c'est pas correct, tu donnes pas ça à un enfant. Tu sais, ils ont problématique de la diversité, ils n'ont pas pu comprendre le concept de certains immigrants ou et tout. C'est très difficile, OK, la parentalité. Parce que quand tu regardes un parent faire quelque chose avec son enfant, Oui. si tu l'examines avec tes yeux d'ici, c'est sûr qu'on va voir des manquements. On ne peut pas analyser le comportement d'un parent hors de son contexte culturel. Ça, c'est la base. OK? La base. Donc, tout va paraître anormal. Parce que, tu comprends? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut que les intervenants aient une formation suffisante pour comprendre cet aspect-là. Je sais qu'il y a de plus en plus de formations qui se donnent, il y a une ouverture, mais ça va être un processus de longue haleine. C'est pour ça que j'ai fondé cette entreprise, parce qu'en attendant, on a des parents qui ont besoin d'aide. Okay? On a des professionnels aussi qui ont besoin d'aide, et notre intervention permet d'aider et le parent, mais le professionnel aussi, de sortir de l'impasse. Parce que moi, j'arrive, quand j'ai un parent qui est suivi, j'explique aux parents, je vulgarise les concepts aux parents. Et quand on est dans les rencontres, le parent est rassuré, le parent est calme. Et ça va beaucoup mieux. Okay? Parce que de toutes les façons, moi je dis aux parents, OK, il y a une intervention là, mais ça va servir pour plus tard. Il y a des choses à faire, des ajustements, des choses comme cela. OK. J'ai une question à te poser. Dans ta pratique, quels sont les enjeux que tu retrouves avec les parents ou la diversité culturelle? Pour les parents, le principal enjeu, c'est de faire face à une incompréhension. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on veut toujours transmettre ce qu'on a reçu. Et ça, c'est universel et c'est normal. Mais là, ils se retrouvent dans une situation où ce n'est pas toujours possible de tout transmettre. Donc, ils font une partie, mais en même temps, ils doivent apprendre aussi comment ça se passe dans le pays. Et ils ne savent pas comment, on appelle ça, c'est métisser, faire en sorte de trouver leur propre couleur. Okay? Parce que les parents, ils vont se dire, mais si je ne fais pas comme... Ils ne vont même pas se le dire, hein, ça se vit. C'est ça l'enjeu. C'est que ça se vit les défis sans pouvoir les nommer. Alors, ils vont très vite se rendre compte que je ne peux pas faire comme dans mon pays, mais je ne sais pas comment faire. Et si je fais différemment, peut-être que mes parents qui sont restés au pays vont me juger. Alors, ils sont en conflit aussi de loyauté, comme leurs enfants sont aussi en conflit de loyauté. Et ils n'ont pas d'espace pour pouvoir s'exprimer, être accompagnés sans jugement, avec compassion et bienveillance. Parce que le message souvent qu'on leur lance, c'est « Ah ben oui, mais vous n'êtes pas adaptés, vos pratiques sont anciennes, des vieilles méthodes. » C'est comme s'ils ne savent pas quoi faire. Mais ce n'est pas ça la réalité. Et puis, c'est seulement le temps. Je veux dire, on ne peut pas changer des pratiques parentales. Quand on parle de pratiques, c'est comment on éduque des enfants. Okay? On ne peut pas changer ça en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça prend du temps. Ça peut prendre même une génération. Alors, aujourd'hui, il y a peu d'espace, ou je dirais même pas du tout d'espace, pour accompagner les parents. Quand je parle d'accompagnement, on ne peut pas parler de grandes transformations immédiates. Ce n'est pas possible. Okay? Et ça, c'est un enjeu, parce que ça peut créer des conflits. On n'oublie pas, et les enfants, eux, là, on leur apprend rapidement comment ça fonctionne au Québec. Hein? Ils sont au fait des choses. Alors aujourd'hui, moi, en tout cas, avec les coachs que moi je forme,
c'est vraiment un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire des rencontres un à un, où on apprend à connaître qui est le parent, c'est quoi ses valeurs. Vous regardez avec le parent si ses valeurs sont compatibles avec celles d'ici et lesquelles qu'il va choisir, mais surtout de reconnaître que le parent il est compétent, qu'il sait comment faire, il sait qu'il aime son enfant, parce que c'est rare, j'ai rarement vu des parents qui n'aimaient pas leurs enfants, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité, on s'entend, et ils font toujours du mieux qu'ils peuvent pour leurs enfants. Déjà quitter son pays pour venir dans un autre pays, et je dis toujours aux parents, ça c'est le plus grand acte d'engagement envers son enfant. Qui c'est qui va quitter ses parents, sa terre, son environnement pour aller quelque part d'autre? C'est dur, c'est très très dur. Mais quand on reconnaît ça chez un parent, après on peut lui dire, ok, maintenant tu as fait le gros bout, tu sais, pour que ton enfant puisse réussir, tu veux qu'il réussisse, mais ici, là, voilà, c'est quoi les indicateurs, voilà ce qu'il faut pour réussir. Et là, on va amener le parent tranquillement à intégrer certaines choses, comme par exemple apprendre à négocier. Ce n'est pas tous les parents qui veulent apprendre à négocier parce que les enfants ils vont dire « oui, mais il me manque de respect ». Non, parce qu'à l'école, il apprend à négocier. Mais à la maison, il faut aussi commencer. Pour lui montrer, il faut que le parent l'apprenne parce que le parent n'a pas appris. C'est vrai. Donc, il apprend en même temps que son enfant. C'est ça le défi. Le parent d'ici, il a déjà appris à l'école, il a déjà appris dans la société. Le parent immigrant, il ne le sait pas. Il va l'apprendre en même temps que l'enfant. En même temps. Et nous, avec notre réseau de coachs, c'est ce qu'on fait avec les parents. On les accompagne et on leur montre. Est-ce qu'on leur montre? C'est pas montrer, j'aime pas le mot montrer parce que ce ne sont pas des enfants. On les dirige. Oui. On les enseigne. On les enseigne, hein? On les informe parce qu'ils ne savent pas. Comme je dis, la madame, elle m'a dit, si on m'avait dit, ça ne serait jamais arrivé. Mais c'est parce qu'on ne leur dit pas. Donc on les informe, on les soutient et on les accompagne dans ce changement pour que les enfants soient bien équilibrés. Et si on regarde tous l'enfant, les parents ils ne vont jamais dire non, ils ne vont jamais résister. Parce qu'on ne va pas leur dire, oui, mais ce que tu fais là, c'est dépassé, c'est ancien. Moi, je leur fais toujours un petit cours du Québec. Je leur dis, vous savez, au Québec, la fessée aussi a existé. Hein? Ils ont changé. Puis il y a encore des Québécois qui donnent la fessée. Bien sûr, ça n'a pas disparu. Mais ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas acceptable. D'accord? Donc vous aussi, vous allez prendre le train en marche. Vous aussi, vous allez changer. Mais qui dit un train, c'est un processus. Donc, juger un parent sur un acte qu'il fait qui pour lui est bon dans son pays, c'est mal partir avec le parent. Mais par contre, on peut lui dire, on n'est plus dans les mêmes conditions. On lui explique pourquoi ça ne va pas fonctionner. Moi, quand je dis aux parents, vous savez, si vous continuez à frapper votre enfant parce que vous pensez que ça va éviter la délinquance, soyez sûr que c'est le chemin que vous lui faites prendre. Vitesse grand V. Et là, les parents, ils me regardent. Comment ça? Ben oui, parce que si tu le frappes, là, OK, il va rencontrer sa gang d'amis qui disent, ouais, je connais, hein, les parents, là, ils viennent du bled, ils ne te comprennent pas, viens avec nous. OK, parce que tous les gars ou les filles aussi, ça a été difficile à la maison, ils vont tous se rassembler sur ça. Les parents, ils ne comprennent pas comment ça se passe ici. Mais nous, on va te comprendre. Viens, nous, on va te protéger. Nous, tu vas te sentir bien avec nous. Parce que si à la maison, l'enfant n'est pas bien, parce que le parent crie, le frappe, il l'insulte, il va aller directement là. Et là, le parent, je t'assure, qu'il me regarde avec des grands yeux, et là, il me dit comment je dois faire. Puis là, on parle. Puis là, on essaie. C'est pas facile, mais ça marche. Ça marche. Parce que la plupart des jeunes qui ont été dans la délinquance, quand on leur demande comment c'était à la maison, c'était difficile. C'était très difficile. Mais comment qu'on peut changer? Comment qu'on peut faire un changement? Comment que nous, en tant que coach pour parents immigrants, ou en tant que parents ou une personne comme nous dans la société, on aimerait faire l'impact ou faire un changement à ces parents qui viennent d'arriver ici au Québec? Comment qu'on peut les approcher? Comment vous les approchez différemment, mais s'ils n'ont pas d'aide ou ils n'ont pas de recours, ils ne savent pas où aller chercher, comment on peut porter l'aide? C'est déjà faire savoir que ce service existe, OK? C'est vraiment ce qu'on fait actuellement, développer, passer l'information, qu'ils ne sont plus seuls.
OK, qui sont plus sûrs, parce que le problème aussi, c'est que les parents ne demandent pas d'aide. Il faut demander de l'aide, parce que si on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne peut pas aider. Donc déjà qu'il faut qu'ils sachent qu'on est là, qu'il y a le réseau des coachs pour parents immigrants qui est à leur service, qui peut les accompagner, les informer, les soutenir, les accompagner. On n'est pas obligé d'avoir des grands défis. Mais si on sent qu'il y a un petit truc qui commence à être crispé avec l'enfant, ben oui, on est là pour cela. Donc il faut qu'eux-mêmes, déjà la première étape, qu'ils demandent. Donc maintenant qu'ils savent, bon, là on est en train de le dire, il y a le réseau des coachs pour parents immigrants qui existe, qui est là pour soutenir les parents. Malheureusement, il n'y a pas d'autre endroit, enfin, ou malheureusement ou heureusement, ça dépend comment est-ce qu'on peut voir cela, mais c'est vraiment destiné aux parents issus de la diversité culturelle. Donc, on va tenir compte de leur vision du monde, de leur vision de la parentalité. Ensuite, toute personne autour qui gravite autour de parents, ben, quand ils voient qu'il y a un petit quelque chose, ben, leur dire qu'il faut demander de l'aide. C'est comme ça qu'on peut faire une différence. Pas détourner la tête, pas faire semblant que, oui, on a vu que le parent a des problèmes, mais on ne se mêle pas. Mais non. Parce que, je vais répéter, mais les enfants sont les enfants du Québec. Et c'est le Québec de demain. On a cette responsabilité de s'intéresser au devenir des enfants, mais ça passe par les parents, parce qu'ils ne sont pas venus dans les choux ou bien par la cigogne. Donc, ils ont des parents. Donc, s'intéresser à ces parents-là. En tout cas, Myriam, je ne sais pas comment tu fais avec ton chapeau. C'est épatant ce que tu nous racontes. C'est vraiment touchant. Est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui te rend très heureuse dans ta pratique? Ce qui me rend heureuse, c'est quand le parent devient confiant. Ah, ça pour moi, quand le parent dit, ben, OK, je vais garder telle valeur de chez moi, c'est important. Quand le parent est capable de s'affirmer positivement, on s'affirme, on est confiant, on connaît sa valeur et on n'est plus déterminé par ce que l'autre raconte. Okay? Parce que quand un parent change sa posture, il devient droit. Moi, j'appelle ça, il est plus courbé, là, il devient droit. Son enfant va le sentir. Et là, on va voir des enfants qui vont être aussi rassurés, qui vont se dire, OK, mon parent, il est là. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des parents retrouver cette confiance en soi et que les choses, bien sûr, se stabilisent dans les familles, s'équilibrent, qu'on a des familles équilibrées et qui sont capables de se découvrir. Parce que c'est très dur de se rendre compte qu'on a quitté son pays pour un avenir meilleur pour les enfants. Mais personne n'avait dit que les enfants allaient être différents. Personne n'avait dit que... Non, les parents ne le savent pas, que ce choix allait être un choix avec des conséquences très, très, très importantes sur la filiation. Qu'ils allaient créer une autre branche de leur famille et que ça allait leur faire peur. Et que ça allait... Il y a des deuils à vivre. C'est de nombreux deuils. Et quand le parent passe au travers de cela, et qu'il est confiant, et qu'il est serein, et qu'il regarde son enfant grandir, qu'il est en paix, alors moi, je suis super satisfaite. Je suis contente parce que c'est ça l'objectif. C'est de dire aux parents, c'est normal. Ça va être dur, mais c'est normal. Je vois les étincelles de tes yeux qui sortent quand tu expliques cette oui, ça. C'est fou, là! Oui, c'est parce que les parents n'entendent pas ça. C'est normal de vivre ces deuils-là et vous allez vous construire votre propre famille avec vos repères. Puis ouais, c'est merveilleux, moi je trouve. C'est un sacrifice qu'un parent fait en quittant son pays pour venir ici. Et ce n'est pas reconnu. Et moi, je pense à tous les parents réfugiés qui ne parlent pas la langue. C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je leur dis toujours, merci, bravo. Vous êtes arrivés ici avec des enfants en vie. En vie, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et nous, on a le privilège d'être dans une société où on n'a pas de guerre, on est tranquille, on a une sécurité, mais c'est un privilège. Et ça, il faut le reconnaître. Myriam, est-ce que tu peux me parler un peu de ton entreprise, Nunamuk, et l'entrepreneuriat, les enjeux que tu retrouves en tant qu'entrepreneuse femme noire?
Les enjeux en tant qu'entrepreneur, bon Dieu, écoute, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Alors, j'ai fondé en 2020, mon Dieu, on est en 2023, donc en 2020, j'ai fondé Nunanuk Services Interculturels. Okay. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. C'était en pleine pandémie, donc j'ai eu le temps de cogiter sur le sujet ou l'idée. Donc, c'est une entreprise de service, donc c'est une incorporée. Et je dirais que le principal défi, c'est dans le service social. C'est un milieu où, au niveau de la clientèle, nous, en tant que population de la diversité culturelle, on va difficilement vers les services sociaux. Donc, rejoindre la clientèle, faire en sorte qu'ils prennent les services, et je dis bien avant que la maison passe au feu. Okay? Donc, en prévention, c'est compliqué. Donc, il faut faire beaucoup de promotion. Est-ce qu'on croit à ce service-là? Les gens trouvent ça très intéressant, l'idée, mais faire valoir ce projet comme un projet qui peut être rentable, la rentabilité, ce n'est pas évident. Mais il faut savoir, personnellement, moi je suis quelqu'un, je suis assez téméraire. Alors, je fonce et j'ai quand même une certaine expérience qui fait que j'ai pu jusqu'à là continuer ma business sans avoir à demander soit des subventions ou aller chercher des prêts. C'est pas tout le monde, ok? Ça, c'est mon choix. Donc, mais ça demande beaucoup plus de stratégie, ok? Parce que je travaille en même temps, je développe en même temps, mais petit à petit. Mais il faut avoir une vision à long terme, c'est certain. Il faut avoir de la stratégie, une vision à long terme. Il faut avoir aussi un produit spécifique. Et je te dirais qu'au bout de 3 ans, aujourd'hui, j'ai quand même des coachs, là, dans ma prochaine session, qui sont formés en France, en Guyane. J'ai des gens du Brésil, de l'Italie qui sont intéressés. Wow. Oui. Mais ça m'a demandé aussi de dépasser, je dirais, les premières impressions où on disait, mais dans ce milieu-là, dans ce domaine, ça ne fonctionne pas. Okay? Parce que je ne vends pas, je n'ai pas ouvert de restaurant ou je ne sais pas, des choses comme ça, mais ce n'est pas ça que je fais. Donc, innover, quand on innove dans un milieu où il y a peu de diversité, ça peut être un obstacle. Ça, je dirais que vraiment, ça, ce sont les enjeux. Le fait déjà d'être une minorité visible, mais minoritaire dans ce genre de domaine, c'est aussi un obstacle. Mais voilà. Mais c'est des défis que tu rencontres assez souvent. Oui. Nunanuk vient de... Nunanuk, alors c'est un mot qu'on a inventé. C'est mon mari qui a inventé ce mot-là, en fait. C'est une entreprise, je pense qu'on est familial, on parle beaucoup. C'est lui qui l'a inventé. Pourquoi? C'est un ourson, OK? Oui. Nuna qui est l'ourson. L'ours polaire. L'ours polaire, pourquoi? Parce que c'est un ours qui protège beaucoup ses enfants. Et on est au Canada, OK? Et Nanu, alors c'est la terre. Ce sont des mots en inuktitut, OK? Donc la langue inuit. Donc c'est un mélange de ours polaire et de terre. Donc on a conjugué les deux pour créer Nunanuk. Pourquoi? Parce que les parents, okay, veulent toujours protéger leurs enfants et ils ont parcouru des kilomètres. Okay? Ils ont changé d'endroit, de pays, donc de terre, pour s'installer sur une nouvelle terre avec vraiment la préoccupation, le souci de protéger leur enfant. Alors tu vas voir sur mon logo, il y a un ours polaire avec un bébé ourson entre ses pattes pour le protéger. Et moi, ce que je dis, c'est que tous les parents immigrants veulent protéger, accompagner, soutenir et prendre soin de leurs enfants, malgré les adversités, les difficultés. Et nous, on est là pour faire en sorte que ce beau projet puisse se réaliser et qu'ils puissent prendre leur place ici au Canada. Alors maintenant, ça va être partout parce que je me rends compte que c'est une préoccupation qui est internationale. Oui. Donc, alors qu'au départ, c'était pour le Québec et puis maintenant, voilà. Donc les gens de partout s'inscrivent et veulent devenir coach pour parents immigrants. Merci beaucoup, Myriam, pour tout ce beau partage. Écoute, je suis vraiment épatée.
Et mes auditeurs, auditrices, je ne pense pas que j'ai annoncé que tu étais ma coach aussi. J'ai pas osé le dire. Elle était mon professeur et je suis devenue coach parent immigrant moi-même. Et je suis très fière. Alors, pour les gens qui aimeraient te rejoindre, Myriam, où est-ce qu'on pourrait te rejoindre? Dans les réseaux sociaux, ton site Internet, si tu pourrais nous partager avec nous, ça serait vraiment facile. Oui, c'est avec plaisir. Alors, pour les auditeurs qui veulent me rejoindre, donc sur Instagram, c'est coach parents immigrants. Sur Facebook également. Alors, Facebook, c'est ma coach pour parents immigrants. Et sur le site Internet, c'est nunanuk.service avec S. Merci encore, Myriam. Pour tous ceux j'espère que vous avez pris des notes, car c'était vraiment un bel épisode aujourd'hui. On a appris beaucoup, surtout pour les parents monoparentaux, les parents de la diversité. J'aimerais aussi remercier tous mes commanditaires, tous ceux qui ont cru en le diamant bleu de Nadia, car aujourd'hui, si on peut avoir cette émission, c'est grâce à vous. Merci et à la prochaine.